Bonsoir et bienvenue, ravi de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, l'espoir d'une trêve à Gaza. Après 15 mois de guerre, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas. Les combats doivent prendre fin ce dimanche, mais l'État hébreu aujourd'hui accuse le mouvement islamiste de provoquer une crise de dernière minute. Alors que se passe-t-il exactement? Peut-on quand même parler de tournant historique? Grand décryptage dans un instant. Notre invité franc-parler ce soir est socialiste. Aux premières loges des négociations avec l'exécutif, son groupe n'a pas voté la censure des Insoumis cet après-midi. La rupture avec Jean-Luc Mélenchon est consommée. Jérôme Guedj nous dira pourquoi dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, les États-Unis sont-ils aux mains des oligarques de la tech? C'est le sérieux avertissement de Joe Biden avant de quitter le pouvoir. Nous en parlerons avec deux spécialistes du monde des GAFA dans la dernière partie. Voilà donc pour le sommaire. Installez-vous, ça vous regarde. C'est tout de suite. Même s'il est encore fragile, cet accord de cessez-le-feu présente un espoir sans précédent. Il a été officialisé hier par les États-Unis et le Qatar. Il doit encore être validé par le cabinet de sécurité de Benyamin Netanyahou, ce qui n'empêche pas des scènes de liesse en Israël et à Gaza depuis hier. Alors, qu'est-ce qui a débloqué les deux parties? Est-ce que Donald Trump est un faiseur de paix? Et la libération des otages, la fin des combats, est-elle imminente? C'est quand même l'incertitude qui domine encore ce soir. Bonsoir Dominique Moisy. Bonsoir. Merci d'être là, géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne, et grand bravo pour ce prix Vauban 2024 pour votre dernier ouvrage, Le Triomphe des émotions, chez Robert Laffont. Bonsoir Gallagher Fenwick. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Grand reporter, ancien correspondant à Jérusalem et consultant LCI, auteur avec Benoît Cristal de 7 octobre 2023, Israël-Gaza, c'est aux éditions du Rocher. Bonsoir Vincent. Vincent Hugeux, ancien grand reporter enseignant à Sciences Po. L'année canard, vous le savez sans doute, eh bien c'est le dossier, revisiter des grands faits d'actualité de l'année de façon un petit peu ironique, et vous signez le dossier sur la Russie, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Enfin, bonsoir Ange Dan Calderon, et merci d'être là. Vous êtes le cousin d'Ofer Calderon, otage franco-israélien détenu par le Hamas depuis le 7 octobre 2023. On va essayer d'y voir plus clair ce soir. D'abord, le contenu précis de l'accord et pourquoi, au fond, ça n'est pas totalement certain qu'il soit mis en œuvre. C'est dans le récap de Thibaut Enoch. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Accord de cessez-le-feu, donc, qui rencontre ses premiers obstacles après les réjouissances d'hier. Oui, des réjouissances que l'on comprend, mais qu'on espère pas trop précoces. Il faut dire que cet accord était en négociation depuis 15 mois. On ne l'espérait plus. Il a finalement abouti hier, à 5 jours de la fin du mandat de Joe Biden, le président américain qui en a fait l'annonce. Je peux enfin annoncer qu'un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages a été conclu entre Israël et le Hamas. Un accord conclu sous l'égide des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar, mais aussi revendiqué par un certain Donald Trump. Nous avons un accord, nous avons accompli tant de choses sans même être à la Maison-Blanche. Cet accord de cessez-le-feu épique n'aurait pu être conclu qu'à la suite de notre victoire historique. Message posté sur son réseau social. Alors qui de Trump ou Biden peut s'attribuer les lauriers? Un peu des deux certainement, mais peu importe. En réalité, l'essentiel est que les armes se taisent. Écoutez ses réactions à Gaza hier. Je ne trouve pas les mots pour exprimer mes sentiments. Je suis partagé entre la tristesse pour ceux que nous avons perdus et en même temps, je ressens une joie indescriptible pour la fin de ce massacre. J'ai été déplacée pendant 15 mois. La première chose que je ferai à mon retour à Gaza sera de reconstruire ma maison. Je me réjouirai, je pleurerai et je reconstruirai ma maison. Alors l'entrée en vigueur de cet accord est prévue le 19 janvier, mais vous le disiez Myriam, il rencontre aujourd'hui des obstacles. Ce matin, des frappes ont encore eu lieu sur Gaza et des tensions demeurent entre Israël et le Hamas. Benyamin Netanyahou accusant ce dernier de vouloir revenir sur certains points de l'accord, le Hamas répondant qu'il n'en est rien et qu'Israël veut créer des tensions pour faire échouer le processus. Résultat, ce soir, cet accord n'a toujours pas été validé par les autorités israéliennes. Ce devrait être le cas demain. Il fait face à
l'opposition de l'extrême droite qui participe à la coalition au pouvoir. Bref, tout cela est d'une extrême fragilité. Que prévoit-il cet accord précisément? Alors, il est construit en 3 phases. Regardez, la première doit durer 6 semaines. Elle prévoit un retrait partiel de l'armée israélienne de la bande de Gaza, une première vague de libération d'otages. On parle d'une trentaine du côté du Hamas et une ouverture de l'aide humanitaire. Si tout se passe bien, une deuxième phase s'ouvrira alors avec un retrait complet de Tsahal de la bande de Gaza et une seconde vague de libération d'otages. Enfin, troisième phase, une restitution des corps des otages tués et le début des opérations de reconstruction. Pour cela, vous l'imaginez, il faudra que la paix s'installe dans la durée. C'est le souhait de la France par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Écoutez. Je souhaite que ce soit le chapitre final de cette guerre dévastatrice. Si ce cessez-le-feu est une bonne nouvelle et un soulagement, ça n'est que le début, si je puis dire, de la prochaine étape, c'est-à-dire un processus irréversible vers une solution à 2 États, une solution politique. Une solution à 2 États dont Donald Trump a eu l'occasion de dire par le passé qu'elle n'était pas la seule. Alors quelle position adoptera-t-il vis-à-vis de son allié israélien Benyamin Netanyahou? Est-il vraiment prêt à la paix ou tout cela n'est-il qu'un jeu de dupes? Vous le voyez, l'espoir est là, mais il est fragile et il laisse dans son sillage beaucoup de questions. Merci beaucoup. On va tenter d'y répondre. Merci Thibault Enoch. Dominique Moisy. Comment vous avez réagi à l'annonce quand même? On peut dire que c'est historique de cet accord. Ou est-ce que vous êtes encore prudent ce soir? Parce qu'on le sait, les conditions ne sont pas encore complètement garanties par les 2 parties. On ne sait pas encore si dimanche on verra la libération des otages. Toujours prudent. Toujours prudent. Parce que les acteurs ne sont pas toujours rationnels. Parce que le dilemme devant lequel se trouve Netanyahou est réel. C'est quoi ce dilemme? Qu'est-ce qui lui fait le plus peur? Susciter la colère de Donald Trump à la veille de son investiture, lui voler cette victoire médiatique qui lui paraît évidente et qui ouvre le chemin à l'ère Trump glorieuse par la force, ou être confronté à la chute de son gouvernement avec les ministres d'extrême droite qui considèrent que cet accord est une catastrophe pour Israël. Ce risque, il existe vraiment, malgré la pression de Donald Trump, ces 2 ministres d'extrême droite qui font la coalition de Benyamin Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ils peuvent faire capoter la coalition, partir du Parlement et faire tomber Netanyahou sur ce tournant, ce moment historique. Écoutez, Benyamin Netanyahou est un virtuose du poker menteur. Vous allez me dire que le club est assez fourni en la matière sur l'échiquier politique, national ou international. Et là, il me semble que l'une des hypothèses quant à ces palinodies terminales, c'est qu'il doit s'assurer qu'il peut se passer précisément de l'apport de ces frappadingues d'extrême droite, tout en restant au pouvoir. Ce qui est une obsession cardinale chez lui, puisqu'il sait que ce qui l'attend, dans l'hypothèse où il perdrait l'exercice du pouvoir, c'est un rendez-vous peut-être fatal avec la justice de son pays, qui d'ailleurs est en cours aujourd'hui. Et donc c'est Israël qui bloque l'accord pour vous ce soir? Non, mais écoutez, il me paraît absolument acquis que l'accord a atteint un degré de sophistication absolument remarquable. Et d'ailleurs, il est effectivement, on y a fait allusion tout à l'heure, tout à fait conforme au schéma qui était celui de mai dernier. Bien. Donc, il me semble que pour Netanyahou, lui qui, joueur de poker, donc, a une main qui n'est pas flamboyante, pour l'emporter et faire tapis au bon moment, il faut à la fois qu'il, en quelque sorte, défère aux pressions de son ami et parrain Donald Trump, et que dans le même temps, il garantisse sa propre survie politique. Et le fait, par exemple, et je m'arrêterai à ce stade ici, qu'un Yair Lapid, donc l'une des figures de l'opposition, ait en quelque sorte annoncé sa disposition à apporter les voix nécessaires pour en quelque sorte faire en sorte que Netanyahou ne soit plus l'otage de ces extrémistes, et peut-être
une des inconnues de l'équation de ce soir. Alors, on va continuer le tour de table, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe précisément ce soir. Pourquoi ça coince et sur quoi précisément. Bonsoir, Jonathan Serrero. Et merci beaucoup d'être avec nous depuis Israël. Vous êtes à Netanya, je crois, vous êtes journaliste indépendant. Alors, l'État hébreu accuse le Hamas de revenir sur des points clés de l'accord et de provoquer, au fond, cette crise de dernière minute. Sur quoi précisément? Où en est-on ce soir? Je dirais bienvenue au Proche-Orient. Ce qui était acté hier n'est plus du tout acté ce soir. Et on apprend, il y a de cela quelques minutes, selon certains hauts responsables israéliens, que l'accord pourrait être signé d'ici quelques heures. Ce qu'il faut dire, c'est que tout au long de cette journée, le Premier ministre israélien a refusé de confirmer qu'il y avait bel et bien un accord, comme l'annonçait à la fois le président des États-Unis, Joe Biden, et l'ensemble des chancelleries mondiales. Il accusait le Hamas d'exercer des pressions, de vouloir changer les termes de l'accord, notamment sur la question centrale des prisonniers dits symboliques pour le Hamas. Et le Hamas a écarté ces accusations. Il y a aussi la question de l'axe Philadelphie, qui est une question centrale dans ces discussions. Benjamin Netanyahou indique que les forces de Tsahal ne se déplaceront pas de cet axe stratégique dans le sud de la bande de Gaza. Ah, on a perdu la liaison, mais est-ce que si vous m'entendez, vous pouvez me répondre? Ça veut dire que dès dimanche, on pourrait voir la trentaine d'otages de cette première phase libérés? Ça peut arriver si cet accord est signé par l'État hébreu dans les prochaines heures? Non. Dès dimanche, un premier otage pourrait être libéré. Pas les 30 otages, puisque cela sera par étapes. Et il y a la liste des prisonniers palestiniens qui doit être déterminée en ce moment même du côté du Qatar. La délégation israélienne doit reprendre l'avion demain matin, direction Israël, pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien. Et ce soir, juste dernière information, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, menace tout simplement de démissionner du gouvernement au regard de cet accord qui va être conclu d'ici les prochaines heures. Merci beaucoup. D'un tout petit mot, l'atmosphère en Israël, est-ce qu'au fond, l'espoir l'emporte sur l'inquiétude? Sentiment partagé, à la fois le plaisir, la joie de revoir les otages être libérés, en tous les cas une partie des otages être libérés après plus de 460 jours passés dans l'enfer de la bande de Gaza, mais aussi en Israël, on pense aussi aux 850 soldats qui sont tombés sur les différents fronts de l'État d'Israël. Et certains se disent que peut-être ils sont tombés pour rien, ces soldats. Merci à vous, merci infiniment. Gallagher Fenwick, cet accord peut être signé dans les heures qui viennent, on l'apprend à l'instant. Ça veut dire que pour une fois, la politique intérieure ne devrait pas, en Israël, créer un frein et le Hamas, jusqu'au bout, tenir les engagements auxquels cette trêve l'oblige? En fait, l'édifice, et ça a été très bien décrit par votre collègue en début d'émission, est tellement ambitieux et complexe que c'est là que réside sa grande fragilité. Vous ajoutez à cela ce billard à 17 bandes avec un Netanyahou qui est partagé entre le souhait de préserver sa coalition et de l'autre la perspective d'une normalisation avec l'Arabie saoudite qui serait une victoire et un legs majeur pour lui, mais qui supposerait de se débarrasser justement de certains des membres de sa coalition. Mais pour bien comprendre, si ce ministre qui tient en partie Netanyahou dans cette coalition avec ces deux ministres d'extrême droite démissionnait, les conséquences, c'est quoi pour Netanyahou? Il serait obligé de retrouver une nouvelle alliance politique? Alors oui, et Vincent a mentionné des possibilités. On pense à Yair Lapid, donc certains gens qui pourraient pallier le manque provoqué par donc, deux ministres éventuellement démissionnaires qui partiraient avec eux, avec leur, je crois, ils ont 4 sièges ou 6 sièges, pardon. Mais sachant qu'en Israël, vous avez 3 mois avant qu'une élection ne soit déclenchée. Donc il y a une fenêtre. Dans ces 3 mois, oui, vous pouvez continuer à gouverner, il y a des choses qui se font. C'est inconfortable, mais voilà. Non, je pense qu'il y a, si vous voulez, jusqu'à la dernière minute, un jeu qui est le terme est mal choisi, mais c'est la mécanique
funeste de ce genre de processus où la pression elle est maximale, voire elle s'accroît plus on s'approche de la ligne d'arrivée. Donc vous avez une administration américaine sortante qui, par la voix d'Anthony Blinken, il vient de dire il y a quelques heures, qui dit « on avance, ça va se faire ». Mais du côté israélien, vous avez plusieurs voix. Aryeh Deri vient de s'exprimer, c'est un membre très important de la coalition qui dit « moi, mes sources me disent que tout a été résolu et l'équipe qui était à Doha pour Israël est en route vers Jérusalem avant que ne se tiennent les prochaines étapes ». Il y en a 3, vote du cabinet de sécurité, vote du gouvernement et ensuite, et non des moindres, les familles des victimes des Palestiniens qui pourraient être libérés ont 10 heures, c'est court, c'est plus court que dans des cas précédents, pour présenter leur doléance ou leur opposition à la Cour suprême, qui devra ensuite statuer sur ces dossiers qui lui seront présentés. La dernière fois, la Cour suprême avait dit « question politique, on ne s'en mêle pas », donc ne s'était pas opposé la dernière fois. Mais on sent qu'on s'approche du but, c'est aussi pour ça qu'on monte en pression et en tension politique. Et du côté Hamas, et qui comprend très très bien ce jeu de pression et qui sait le jouer ce jeu-là, il est possible qu'il y ait des ajouts de noms de dernière minute, etc. Sur les prisonniers palestiniens notamment ? Oui, il y a une autre manière de poser cette question. Qui prend le plus de risques en signant cet accord? Alors qui a le plus à y gagner? Le fait que le premier objectif fixé par le Premier ministre de l'État hébreu soit l'éradication du Hamas et qu'aujourd'hui, ils sont en train de négocier directement ou indirectement avec le Hamas, est fort pénible, je pense, pour lui. Ça veut dire qu'il faut revenir à la phase 2. Là, c'est la phase 1. La démilitarisation, la sortie de l'armée israélienne, ça, c'est un paquet. Il y est prêt, et Trump aussi y est prêt. C'est sur la phase 2, justement, que à la fois Smotrich et Ben Gvir bloquent, parce qu'eux veulent la reprise des opérations et posent cette condition comme étant sine qua non pour eux. Alors, on va parler des otages, Ange Calderon, c'est très important. Qu'est-ce que vous savez, vous ? Parce que, avant de vous donner la parole, c'est important parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a énormément d'attentes. En fait, d'après le Quai d'Orsay, on ne sait pas grand-chose. Écoutez Jean-Noël Barrot. Nous espérons vivement qu'il puisse nous revenir en vie et en bonne santé. On n'a pas de certitude sur le fait qu'il soit en vie. Nous n'avons pas de certitude, nous n'avons pas de nouvelles. Vous n'avez aucune nouvelle ? Bien sûr, c'est la question... La question qu'on nous pose, nous, famille, sans relâche, depuis le 8 ou le 9 octobre. Depuis cette date, nous n'avons aucune nouvelle et personne n'en a. Vous parliez de joueurs de poker. Poker menteur, le Hamas s'y entend aussi fort bien. Et donc, il joue énormément là-dessus et nous n'avons aucune nouvelle. Nous attendons Ofer, Orad et tous les autres. Nous pensons, puisqu'ils remplissent les critères de la liste. On retrouve un vocabulaire, la liste, ça vous rappelle sans doute quelque chose. Sur cette liste-là, Ofer y figure parce qu'il a plus de 50 ans, qu'il est sans doute blessé, en tout cas au début, il était certain qu'il était blessé, et donc il est censé être libérable. Dans quel état? Nul ne le sait, nul ne le sait. Peut-être même pas le Hamas lui-même, puisque nous savons que les otages sont dispersés dans des familles qui font plus que collaborer avec le Hamas. Et ça, c'est un élément du problème dont on ne parle pas assez. Je rebondis quand même sur ce qu'ont dit mes deux camarades sur le plateau tout à l'heure. Ben Gvir, Smotrich... Les deux ministres d'extrême droite alliés à Benjamin Netanyahou. Mais ce qui m'inquiète, et le vrai problème d'Israël, et ma famille était confrontée à ça, car elle manifestait à Tel Aviv tous les samedis. Sur la place des otages, pour exiger leur libération. Non, avant la place des otages, Madame Akawa, avant le 7 octobre. Dès le début. Il y avait, bien avant. Voilà, il y a eu pratiquement un an de manifestations contre cette question. Le problème majeur et qui me soucie énormément, c'est le problème de la scission dans la société israélienne. Certes, il y a ces deux ministres, mais le problème, ce sont leurs électeurs. Ce ne sont pas seulement les deux ministres, ce sont les électeurs de ces gens-là. Si les otages sont devenus absolument en haut de l'agenda, on a l'impression que c'est vraiment la société civile qui a fait en sorte que l'exigence de leur libération s'impose à Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous partagez cette analyse ou pas? Je ne pense pas, parce qu'il a joué la montre énormément, il a joué la montre, il le joue encore. D'aucuns disent que c'est pour des motifs personnels, mais je rebondis aussi sur ce que vous avez dit et que je veux mettre en exergue. C'est que s'il a peur que ses ministres tombent, j'ai dit que moi,
Le problème, ce n'était pas seulement les ministres, ce sont les gens qui votent pour eux. S'il a si peur que les ministres tombent et que sa coalition s'effondre parce qu'il va passer en procès, c'est bien parce que Israël est une démocratie et une des rares démocraties dans le monde. Savez-vous qu'il y a seulement 10% de pays qui vivent en démocratie aujourd'hui? 10% de la population mondiale, 10 à 13%. Et Gallagher Frederick nous a expliqué d'ailleurs toutes les procédures avec une Cour suprême qui est encore là en Israël et qui aura le dernier mot. Que les otages soient revenus sur le dessus de la pile, si l'on peut dire, c'est sous la pression de la société civile, ça c'est une certitude, qui manifeste tous les samedis sur la place des otages, et c'est juste, mais nous avons conclu un pacte avec le diable, avec le Hamas. Cet accord, les gens de droite disent que c'est un mauvais accord, malheureusement c'est vrai. C'est vrai que c'est un mauvais accord pour Israël, mais il n'y en a pas d'autre. Bien. Je voudrais qu'on parle à présent du rôle de Donald Trump. On a l'impression qu'il y a deux administrations, l'actuelle et celle qui arrive, qui, main dans la main, ont décidé de peser. Est-ce que c'est vraiment un effet Trump ? Avec cet ultimatum, il a très clairement dit ce sera l'enfer s'il n'y a pas la libération des otages avant mon investiture lundi prochain. C'est le faiseur de paix, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, ou c'est une formule de journaliste? Non. Je crois qu'il y a un effet Trump qui a été décisif. Il y a cette phrase à l'encontre des Palestiniens, écoutez, ce sera l'enfer, et ils l'ont pris au sérieux. Et de manière plus importante peut-être encore, il y a la capacité de Donald Trump de tordre le bras de Netanyahou comme Joe Biden ne pouvait pas le faire. Et je crois que la raison principale... Pourquoi précisément? Parce qu'il incarne la puissance comme jamais après cette élection magistrale? Parce que Biden embarrassait Netanyahou. Ses priorités, avoir une solution à deux États, condamner les excès de la stratégie américaine, de la stratégie israélienne à Gaza, c'était pas commode pour Netanyahou. À l'inverse, il considère que Donald Trump va lui donner raison quand il met l'accent sur la menace iranienne, qu'il va peut-être lui permettre de se débarrasser du nucléaire iranien, et que peut-être dans la grande reconstruction qui se fera demain. Ils ont des objectifs géopolitiques communs, et surtout, ils ne l'embarrassent pas en matière de grands principes de droits de l'homme. Voilà, c'est quelqu'un qui... Donc merci Trump plus que merci Biden. Merci Trump, mais en même temps, c'est plus difficile de dire non à Trump. Or, la pilule est amère. C'est pas un bon accord, mais c'est aussi un accord qui révèle l'isolement d'Israël. Au fond, Israël a cru sortir de cette guerre en disant « nous avons changé toutes les cartes, l'Iran est affaibli, nous sommes maintenant capables de décider de l'avenir du Moyen-Orient ». Et soudain, il se retrouve confronté à la nécessité d'un compromis avec le Hamas qu'ils étaient censés éradiquer. Si un compromis est nécessaire, c'est que le Hamas n'a pas été éradiqué. Voilà, c'est donc l'objectif ou le seul but de guerre qu'on pouvait identifier qui ne sera pas atteint. Vincent Hugeux, il y a un négociateur aussi, l'émissaire de Donald Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, il a joué un rôle? Écoutez, il se murmure que dans cette période pourtant d'intense adversité entre l'administration démocrate sortante et l'équipe Trump, les deux conseillers, en l'occurrence, spécialisés sur les enjeux proche-orientaux, à savoir Brett McGurk du côté de Joe Biden et Steve Witkoff, auraient effectivement travaillé la main dans la main. Bon, quelle que soit encore une fois la profondeur des ressentiments respectifs. Si je file un peu ma métaphore casino, je dirais que Trump déboule dans la salle de jeu et rafle la mise. Et il rafle la mise notamment parce qu'effectivement, il est totalement désinhibé. Ce qui a coûté si cher à l'administration démocrate, alors qu'encore une fois, les paramètres de l'accord, si mauvais soit-il, étaient à peu près identiques, c'est cette sorte d'incapacité à
rompre avec des habitudes. Ça a coûté d'ailleurs extrêmement cher à Kamala Harris lors du scrutin présidentiel. Et c'est ce qui explique aussi l'extrême impopularité de Biden sortant dans une partie de la population américaine. Si vous voulez, quand Trump arrive et dit « je promets l'enfer au Hamas », bon, pour ce qui est des Gazaouis, ils ont une idée assez précise de ce à quoi ressemble la GN. Et par ailleurs, il dit à son ami Netanyahou « écoute, maintenant, il faut en terminer avec cette histoire. Moi, je veux arriver dans le bureau ovale, délesté de ce fardeau dont tu te débrouilles, mais on en finit. » C'est là où il faut reconnaître, effectivement, quoi qu'il nous en coûte intellectuellement, que l'irruption de Trump sur l'échiquier a fait bouger les lignes, parce que justement, il a fait sauter le rempart de cette inhibition que j'évoquais à l'instant. D'accord avec cette analyse. C'est Trump, au fond, qui change la donne. C'est le deal maker qui réussit. Alors, à mon sens, si vous voulez, c'est une épreuve tellement complexe et oui, difficile qu'il a fallu non pas une, mais 2 administrations américaines pour la surmonter. Parce que la vérité, c'est que Joe Biden n'aurait jamais pu ou n'a jamais voulu, et il y a une grande différence entre ces 2 verbes, et l'histoire finira par trancher, faire suffisamment pression pour que ça se fasse. Et donc, il a fallu l'arrivée, effectivement, de Witkoff et donc de Donald Trump, qui, en quelques jours, a complètement changé la donne. Mais qui n'est pas grand-chose au Moyen-Orient, ce Witkoff. Ce n'est pas une question de connaître. En fait, Dominique Moïsi a utilisé c'est le tampon Trump. Alors, Donald Trump, en matière de politique étrangère, il a 2 techniques, la transaction ou l'extorsion. La transaction, c'est quand vous tendez la main et que vous proposez quelque chose en échange d'autre chose. L'extorsion, c'est quand vous tendez la main pour faire une clé de bras et que vous dites soit vous signez, soit vous allez vivre l'enfer. Donc pour les Palestiniens, il l'a dit. Pour les Israéliens, c'est peut-être d'arrêter de livrer des choses qui sont livrées aujourd'hui. Je n'en sais rien. Pareillement, peut-être que l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un moment où on sent effectivement la force du souffle de Donald Trump. Donc pour résumer, Biden est le rédacteur, le concepteur. Et effectivement, Trump finit par être le faiseur. Il y a un précédent historique aux États-Unis, et j'en termine par là. C'est ce qu'on appelle la surprise d'octobre, quand des Américains sont pris en otage dans leur ambassade à Téhéran, fin 79. Il y a une élection américaine qui est extrêmement contestée entre Carter, le démocrate, qui paraît très faible, et en cela, il y a un écho troublant avec Biden, qui est aussi élégant qu'il est impuissant. Et face à lui, un Reagan malin, renard, rusé. Et la surprise d'octobre, c'est le fait qu'il y aurait, il faut l'employer conditionnel, eu un accord avec les Iraniens qui, 12 minutes après la fin de l'investiture de Reagan, annonce la libération des otages. Reagan récupère toute la lumière. La fin de l'investiture de Carter. L'investiture de Carter. Mais c'est Reagan. Trump. Mais la vérité, c'est que c'est Carter qui aura œuvré jusqu'à la dernière minute pour les faire libérer. Oui, c'est tout à fait. La question aussi, c'est est-ce qu'on a le droit d'imaginer la fin de la guerre ce soir comme une possibilité avec la suite? Il y a cette 2e phase, la démilitarisation. Il y a la 3e, c'est la transition politique, c'est la gouvernance de Gaza. Est-ce que ça, c'est envisageable ou ce serait naïf de considérer qu'on peut quand même déjà entrer dans ce chemin-là? C'est les 2 choses qui posent problème. Juste une chose, bien évidemment, moi je pense qu'il y a même au-delà d'une collaboration, une collusion d'intérêts entre Biden et Trump. Tout doit arriver. Tout le monde dit la veille de l'investiture. La veille de l'investiture, c'est le jour du départ de l'autre. Donc l'un et l'autre avaient tout intérêt à ce que cela se passe, et c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, il faut regarder les détails. On parle de Trump beaucoup. Savez-vous qui l'a invité à son investiture? Il y a beaucoup d'invités français, mais parmi les Israéliens, ce sont les représentants des colonies de Cisjordanie. Donc, il y a un jeu trouble là entre Trump et Netanyahou qui lui dit voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Madame Akawa, vous dites demain. Quel est son projet à Donald Trump une fois les armes posées? Qu'est-ce qu'il veut? Business first. Entre Israël et Arabie Saoudite, par exemple. Alors, Dominique Moïsi. Alors, en fait, bizarrement, Trump est dans la continuité de Barack Obama, qui souhaitait qu'il y ait 2 piliers régionaux de la sécurité dans la région, qui étaient l'Arabie Saoudite et Israël. Sur ce plan-là, il y a une continuité. Alors,
Pour le Obama, reste, Israël, pour le reste, c'est très dit. Ben non, pour le reste, c'est non, je crois vraiment. Pour le, comment on peut imaginer l'avenir de Gaza? Est-ce qu'il y aura de l'aide humanitaire? Il faut le souhaiter, il faut qu'elle arrive. Mais est-ce qu'il va y avoir une communauté internationale qui va s'interposer? Qui va gérer Gaza? Dans l'esprit de Biden, et ce sont les propos de Blinken il y a 2 jours dans sa dernière conférence de presse, l'avenir de Gaza se faisait au sein d'un État palestinien dirigé par une autorité palestinienne complètement réformée. Donc il y aurait eu un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Qui peut croire cela? Personne. Bullshit, comme disent les Américains. Alors, bullshit. Personne, mais c'était le plan mis en avant par Biden. Je crois que dans le cas de Trump, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne s'intéresse pas principalement à cette question. Ce qu'il dit, c'est « débarrassez-moi de ce sujet ». Ses priorités à l'intérieur, c'est la question des migrants, à l'extérieur, c'est la Chine. Pour lui, le Moyen-Orient, c'est une distraction. Et imposer la paix, entre guillemets, c'est mettre fin, fermer cette parenthèse. 2 peuples, 2 États, c'est pas son logiciel du tout. C'est pas son logiciel Donald Trump. Vincent, il faut terminer parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Je vais vous demander la suite, la prospective. Comment vous la voyez? Que l'on prêtait à John Fitzgerald Kennedy à propos du Vietnam. Il disait à ses conseillers « Je veux que vous me viriez cet enjeu de la une des journaux ». C'est un peu la même chose pour Trump parce qu'il veut la centralité des enjeux que Dominique Moïse vient de rappeler. Souvenons-nous quand même que, d'une certaine manière, son obsession régionale dans la reconfiguration, c'est d'une certaine manière remettre sur les rails la logique des accords d'Abraham, c'est-à-dire poursuivre l'effort de normalisation entre le pilier israélien et son voisinage. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui parce que, quoi qu'il en pense, Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier saoudien, a été contraint de dire, voilà quelques semaines, que c'était peut-être pas si simple qu'à l'automne dernier et que, quand même, l'hypothèse d'un État palestinien viable devait être portée, y compris par lui-même. Donc, simplement, je crois que ça reste ça, l'obsession trumpienne. Le mot de la fin, je vais vous le donner, messieurs. Gallagher Fenwick, la suite. Avant l'aube, la nuit connaît ses heures les plus sombres. Et je pense qu'aujourd'hui, cette région et cette terre entre le Jourdain et la Méditerranée connaît ses heures les plus sombres. Donc il faut souhaiter et espérer que ce soit la lumière qui finisse par surgir de tout cela. Je vais vous donner le mot de la fin. Vous qui, évidemment, attendez, Ange Calderon, cette libération des otages. Bien sûr, jamais fébrile. J'attends que Ofer nous soit rendu, qu'il soit rendu à ses enfants, Sarah et Erez, qui attendent son retour. J'espère, bien sûr, comme tout le monde, la paix. J'espère que les pays arabes s'occuperont de Gaza et des Palestiniens comme ils ne l'ont pas fait en 1948. Car si en 1948, les pays arabes s'étaient occupés des Palestiniens, nous n'en serions pas là. Si nous faisons 2 colonnes, les Juifs qui ont été expulsés des pays arabes d'un côté et les 750 000 Palestiniens de la Nakba, j'ai le regret de vous dire en tant que juif tunisien que nous sommes gagnants. Alors on verra ce que fera l'Égypte notamment, voilà. C'est une des questions dont on n'a pas parlé. Il serait bon que... Vous reviendrez parce qu'on a besoin de votre expertise pour essayer de commenter au plus près les heures, les jours, les mois qui viennent. Cet accord va-t-il être appliqué dans ces différentes phases? Merci beaucoup, c'était passionnant de vous écouter. On va revenir à la politique et à l'Assemblée nationale avec Jérôme Guedj. Bonsoir et merci d'être avec nous. Invité franc-parler ce soir pour commenter, analyser cette décision qui a été si longue et si difficile à prendre par les socialistes, votre famille politique, qui n'a donc pas voté la censure du gouvernement de François Bayrou. Vous avez réussi à arracher des concessions au Premier ministre et au passage, vous rompez avec LFI. On en parle juste après l'invitation d'Hélène Bonduel. Interview juste après. Si on vous invite, Jérôme Guedj, c'est que votre groupe, le Parti socialiste, a décidé de ne pas voter la motion de censure des Insoumis, pour cette fois en tout cas. Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, Monsieur le Premier ministre. 10 jours. Il aura fallu 10 jours de négociations aux représentants socialistes et au Premier ministre pour arriver à cette décision. Une remise en chantier de la réforme des retraites avec les partenaires sociaux,
Et sur le budget à venir, des concessions sur beaucoup de points exigés par le Parti socialiste et confirmés aujourd'hui dans un courrier de François Bayrou. Mais pas question pour autant d'impact permanent de non-censure, a rappelé Olivier Faure en séance. Nous n'avons pas la négociation honteuse. Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Un choix dénoncé par les autres membres du nouveau Front populaire. Pour les Insoumis, c'est même irresponsable. Moi, je considère qu'à ce stade, ceux qui ne la votent pas, de facto, sont dans une majorité sans participation au gouvernement. Donc ça veut dire un renversement d'alliance. C'est ça qui est en train de se faire, donc, de la part du Parti socialiste, et en plus, très franchement, pour un enfumage total. En ne votant pas cette censure, votre parti, Jérôme Guedj, acte ce soir une rupture avec les Insoumis et une alliance qui s'effrite un peu plus encore au sein du nouveau Front populaire. Bienvenue sur ce plateau, Jérôme Guedj. Alors déjà, pourquoi ça a été si difficile et si long à prendre cette décision de ne pas censurer le gouvernement de François Bayrou? Parce qu'on était dans un processus de négociation et qu'il fallait vérifier jusqu'au bout, parce que quand on commence une démarche de cette nature, c'était pas simple, on a pris notre risque. Il fallait qu'on vérifie jusqu'au bout la nature des engagements qui étaient sur la table. Et pour être tout à fait honnête, c'est vrai que la discussion, le discours de politique générale de François Bayrou était un peu filandreux sur certains aspects. Il est meilleur à l'écrit qu'à l'oral ? Peut-être qu'il est meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Il vous a envoyé une lettre, c'est ce qui a changé. Ce midi, on a reçu une lettre qui formalisait les engagements, les avancées, les victoires qu'on a ramenées à la maison. Moi, j'ai l'honnêteté de dire que ce n'est pas l'idéal. Mais dans une négociation, on part de positions antagonistes et on essaye concrètement, et ce que François Bayrou nous a précisé dans ce courrier, la vingtaine de points, c'est du concret. Alors il y a 4000 postes dans l'éducation nationale qui devaient être supprimés, ils ne seront pas supprimés. On va y venir. Il y a des jours de carence qui devaient être rajoutés pour les fonctionnaires, ils n'auront pas lieu. Ça, c'est le budget. Il y a et celui de la Sécu. Mais commençons quand même par la pierre angulaire de la négociation, les retraites. Je veux juste qu'on n'oublie pas, parce que c'est dans le courrier, on va parler des retraites, les déremboursements des médicaments, des consultations médicales, c'est ce qu'avait prévu Michel Barnier. On a demandé 1 milliard de plus pour l'hôpital. C'est concrètement 16 000 postes qui vont pouvoir être maintenus ou recrutés dans des services hospitaliers qui sont à l'os avec des fermetures de lits. On est pour la justice fiscale pour financer les services publics. Et donc le fait qu'on nous dise enfin qu'on aura dans le budget dans quelques jours une taxe sur les hauts revenus et demain une taxe sur les patrimoines, bref, ça va dans le sens de ce qu'on a défendu. Ce n'est pas la totalité de notre programme, on n'a pas gagné les élections. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le budget. Du compromis. Et vous étiez d'ailleurs dans la commission mixte paritaire, vous avez travaillé sur ce budget de sécurité sociale. J'étais dans la commission mixte paritaire et surtout dans les négociations ces derniers jours. Et qui a été censuré, et à Bercy avec Éric Lombard. Donc on vous doit aussi ces concessions sur les questions de santé notamment. Les retraites, parce que c'était lié. C'était la clé de voûte. C'était la clé de voûte. Dès le début, voilà. Alors dans ce courrier, il est écrit que le Parlement aura le dernier mot et qu'il y aura un projet de loi, même en cas d'échec de la négociation des partenaires sociaux. Ça veut dire que si vous trouvez les moyens financiers d'une nouvelle réforme qui n'aggravera pas les déficits, eh bien, on peut dire que c'est la fin des 64 ans. Est-ce que vous avez compris ça comme ça? Est-ce que ça veut dire que même en cas d'échec des négociations syndicales patronales, vous pourrez, à l'Assemblée, avoir l'occasion d'en finir avec les 64 ans? Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un mois, plus personne ne parlait de remettre en question la réforme de 2023. Moi, je l'ai combattue bec et ongle à l'Assemblée nationale. Olivier Dussopt s'en souvient, on en a parlé souvent sur votre plateau. J'ai fait campagne lors des élections de juillet 2024 pour l'abrogation de la réforme des retraites. Du bras de fer et des millions de Français dans la rue. Aujourd'hui. Donc, mais sauf qu'il y a un mois encore, c'était plus à l'ordre du jour. Là, on a une négociation avec les partenaires sociaux qui ont la maîtrise de l'ordre du jour et qui donc vont parler de l'âge légal, de l'âge pivot, mais aussi de la pénibilité, des carrières hachées, notamment des inégalités pour les femmes et des modalités de financement alternatifs. Donc ça veut donc dire qu'on a remis au milieu du village cette question essentielle pour l'ensemble de nos concitoyens avec sur l'âge pivot, il y a le MEDEF qui n'en veut pas. Hein, ça c'est très clair. Patrick Martin l'a dit. J'ai entendu, y compris des représentants patronaux, de dire on va discuter de tout. Là, ce qui nous inquiétait précédemment, c'était qu'il n'y ait pas de garantie, que s'il y avait un échec, il suffisait qu'un de ses partenaires, notamment patronaux, s'en aille pour que la négociation échoue. La perspective qui nous est mise sur la table aujourd'hui, c'est que la négociation qui démarre demain, si elle n'aboutit pas,
dans tous les cas de figure, sur la base de ce qu'ils ont recommencé à discuter, il y aura un texte qui viendra à l'Assemblée nationale. Et Olivier Faure et la possibilité de revenir sur l'âge. Il faut qu'on revienne sur l'âge. Et j'espère que, et c'est le pari que nous faisons collectivement avec les partenaires sociaux vont faire, qui est de dire est-ce qu'on est capable de trouver eux aussi une position de compromis. Ils ont peut-être plus et mieux l'habitude que les parlementaires ici du dialogue social et de la construction sur la conférence sociale, mais ça c'est une concession remarquable pour reprendre oui, et puis j'ajoute un point dans la lettre. François Bayrou nous dit en dernier ressort, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Si jamais, parce qu'on nous dit, j'entendais Éric Coquerel ou d'autres nous expliquer que c'est de l'enfumage, que tout ça est virtuel. Le dernier mot, nous, on l'aura de toute manière parce que si il n'y a rien de concret, alors avant l'été, nous déposerons une motion de censure pour dire que ça n'a pas avancé sur la question des retraites. Donc le gouvernement, moi je suis toujours dans l'opposition. On ne fait pas un contrat de coalition, c'est un gouvernement qui est en sursis. Et nous vérifierons, stylo à la main, et à chacune des étapes, qu'au moment du budget, les engagements qui sont dans le courrier, que nous avons négociés, là aussi bec et ongle, à Bercy et à Ségur, figurent bien, et que sur les retraites, il se passe quelque chose. D'accord, mais est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression quand même d'être piégé par le calendrier entre le budget et cette réforme à venir des retraites? La non-censure, c'est sur le budget ce que vous aurez sur les retraites. Or, vous allez devoir vous positionner sur le budget bien avant de savoir si oui ou non c'est un échec ou une réussite sur les retraites. Il n'y a pas un problème là? Non, à chaque étape, nous vérifions si les engagements sont pris. Il n'y a plus de pacte de non-censure qui aurait pu être une option s'ils avaient renoncé au 49.3 et si ils avaient été plus allants sur un certain nombre de points. Là, on a dit il n'y a pas de censure sur la discussion de politique générale, sur le discours de politique générale, parce qu'on considère que ça ne sert à rien de censurer des paroles, on va censurer des actes, ce qui a des conséquences concrètes sur les concitoyens. Donc vous devenez le groupe pivot à l'Assemblée, vous devenez l'arbitre avec vos exigences de ce gouvernement. Je préfère cela que ce que faisait Michel Barnier qui parlait plutôt au Rassemblement national. C'était pour nous un point extrêmement important de faire vivre ce qui s'est passé le 7 juillet, à savoir un front républicain. Et lui, il lorgnait plutôt auprès du RN. Là au moins, en effet, on s'est mis au cœur des discussions. Et la conséquence politique de ça, c'est la rupture claire et nette avec les Insoumis. Vous l'assumez, Jérôme Guedj, c'est fini, le NFP, cette alliance électorale avec les Insoumis? J'entends les commentaires et les analyses très vindicatives, belliqueuses, parfois un peu en dessous de la ceinture, qui explique que... Vous capitulez, a dit Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes des capitulards, nous sommes des traîtres, nous aurons donc des candidats face à nous dans les élections. Alors moi, vous savez, c'est une situation que j'ai déjà connue parce que j'ai eu une candidate de la France Insoumise dans ma circonscription parce que déjà en juillet, j'avais considéré qu'il fallait se mettre à distance pour des désaccords qui sont d'ailleurs en écho avec le débat que vous aviez précédemment sur le conflit. Et vous avez gagné malgré deux candidats de gauche dont un Insoumis face à vous. N'empêche que ce n'est pas facile pour vos collègues, et vous le savez bien. Non, et c'est pour ça que aujourd'hui, en se mettant dans cette situation, moi je m'en fiche, je vais vous dire, de savoir quel est le sort de cet accord électoral qui était lié à l'élection de juillet 2024. Moi, ce qui importe, c'est de modifier la situation concrète au quotidien de nos concitoyens. Et je suis en fidélité parce qu'on me dit, vous trahissez vos engagements d'hommes de gauche. On a ce vieux débat qui existe à l'intérieur de la gauche. Est-ce qu'on reste dans son coin à ronchonner, à rouspéter, à dire c'est tout ou rien? Voilà, nous, c'est pas le tout ou rien. Parce que à force de vouloir tout, à la fin, si on ne se met pas autour de la table, on n'a rien. On a eu des mieux, je le redis, ce n'est pas l'idéal. Et ça, c'est un vieux débat qui traverse la gauche. Est-ce que c'est le grand soir ou est-ce que c'est des petits pas qui permettent de changer le quotidien? Il n'empêche qu'il y a eu des divisions profondes. Elles sont même plus aiguës au sein du Parti socialiste que du groupe socialiste. À l'arrivée, vous avez une position commune, sauf que 8 socialistes l'ont voté quand même, cette censure. Je prends un exemple en Seine-Saint-Denis. Fatia Kalouachi, elle l'a voté. Ça veut dire quoi? Elle a peur de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir un candidat face à elle. Il faut l'exclure. Elle est lâche? Écoutez, moi, je ne dirai rien sur ceux de mes collègues qui ont fait un choix qui n'était pas simple. Il n'y avait pas de bonne décision dans cette situation. Et ce qui a été important, et je veux remercier et Olivier Faure et Boris Vallaud, parce qu'on a organisé cette discussion à l'intérieur du groupe à toutes les étapes. C'est ça la force d'une formation politique et d'un groupe qui vit, qui débat, qui échange. On a tenu compte des positions des uns et des autres et on a réussi à faire émerger une position commune. Il reste dans le groupe socialiste ceux qui l'ont... Oui, évidemment. Et je vais vous dire sincèrement, avant que les commentaires sur Twitter me le disent... On ne va pas les exclure. Après, non, mais j'ai eu dans ma vie politique des moments où je n'ai pas été en accord avec les positions de ma formation politique ou de mon groupe politique. Voilà. Et je comprends la légitimité de la position de ceux des collègues.
Voilà, mais il faut se dire une chose, c'est que cette histoire de censure, demain ou après-demain, elle sera oubliée et on va être dans le quotidien des préoccupations pour nos concitoyens. Vous savez, le fait qu'on n'ait pas censuré aujourd'hui, parce que si jamais elle est allée au bout, parce que quand on vote, c'est pour gagner. Bon, si ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain, c'est ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain. Et si on l'avait voté, si d'aventure elle avait été majoritaire, on aurait eu une nouvelle crise institutionnelle. Et par exemple, très concrètement, la loi d'urgence pour Mayotte, dont on va débattre dès lundi prochain, eh ben, elle serait tombée à la poubelle. Oui. Donc il y a des moments où il faut prendre ses responsabilités, offrir de la stabilité, ce qui ne veut pas dire édulcorer ses attentes, ses revendications. Moi, ma combativité à gauche, elle n'a pas bougé d'un iota. Simplement, il y a un principe de réalité. Et dans la période, j'essaye d'avoir des avancées. Dernière question, on verra si vos électeurs comprennent ce que vous appelez comme être la prise de responsabilité, l'émancipation du Parti socialiste. Il va y avoir un congrès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ores et déjà, les socialistes ont une nouvelle ligne, celle de nouveau Olivier Faure. On va essayer de retrouver ce Parti socialiste réformiste prêt à gouverner? Le congrès du PS, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet qui aujourd'hui passionne tout le monde, mais n'empêche que c'est idéologique. C'est ma famille politique. Et donc, moi, j'ai toujours plaidé que dans la ligne période, et le candidat. Il doit y avoir cet espace politique qui est vacant, qui est celui d'une gauche républicaine, écologique, sociale, universaliste, laïque, qui est capable d'être très combatif sur les sujets économiques, sur les sujets sociaux, qui est intransigeante sur les sujets de laïcité, d'universalisme républicain, de lutte contre le racisme, l'antisémitisme. Et peut reprendre le leadership marcher sur ses deux pieds. C'est la gauche jaurétienne, la République sociale, celle qui permet de changer la société, mais en étant droit dans ses valeurs. Et c'est cette position-là que le PS doit porter, parce que c'est ça qui lui permettra de redevenir central à gauche. Le Parti socialiste année zéro, si j'ai envie de dire, d'une nouvelle ère, on verra. On nous l'a dit souvent, le PS année zéro, mais ce qui est certain, c'est que, on le voit, on est en position pivot, mais comme toujours, et c'est notre exigence au service des Français. Merci beaucoup, Jérôme Guedj. Tout de suite, la question qui fâche, pour terminer avec, vous allez le voir, deux grands spécialistes du monde de la tech. Une question qui fâche ce soir, qui nous a été inspirée par la mise en garde très sérieuse de Joe Biden en guise d'adieu à la Maison-Blanche. Bonsoir Jean Catan. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique. Et bonsoir Marjorie Paillon. Hello, bienvenue. Vous êtes journaliste et vous êtes spécialiste à la fois de la tech et de la politique américaine. Ça tombe très bien. Regardez cette question qui fâche. On la commente ensemble juste après. Dans notre viseur ce soir, un adieu en forme d'avertissement. Le ton de Joe Biden est grave. Avant de céder le pouvoir à Donald Trump lundi, le président démocrate s'est inquiété de voir les multimilliardaires de la tech au poste clé derrière Donald Trump. That's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. The dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. Dans son viseur, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, mais aussi le patron de X, Tesla et SpaceX, Elon Musk, qui rêve de supprimer les 3/4 des emplois fédéraux et qui a laissé les contenus polémiques, complotistes et mensongers envahir l'ex-Twitter. Puis le patron de Meta, Mark Zuckerberg, qui a annoncé la fin de la modération sur ses réseaux sociaux. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies, told for power and for profit. Alors, nous vous posons la question qui fâche. Les États-Unis sont-ils aux mains des oligarques de la tech? Alors avant de répondre, je voudrais qu'on s'arrête sur le mot d'oligarque.
il n'est pas anodin ce mot et il n'est pas choisi par hasard par Joe Biden, Marjorie. Non, parce que Joe Biden, alors d'abord, fait une référence dans son propre discours d'adieu après 50 ans de vie publique et ses 4 années à la Maison-Blanche en tant que président, mais il en avait passé 8 auparavant en tant que vice-président de Barack Obama. Il choisit de se glisser dans les pas et dans les mots surtout de Dwight Eisenhower, qui en 1961, dans son propre discours d'adieu, met en garde le peuple américain contre ce qu'il appelait à l'époque le complexe militaro-industriel. On était en pleine guerre froide et c'est un mot, ça va peut-être vous amuser, que les anti-impérialistes pendant la guerre du Vietnam ont repris énormément ce complexe militaro-industriel et cette mise en garde. Ce que fait Joe Biden là, c'est finalement nous mettre en garde surtout les Américains et les Américaines contre ce complexe techno-industriel. L'impérialisme, on en a parlé beaucoup avec Donald Trump sur ses dernières déclarations et sa volonté d'annexer, Gallagher en parlait tout à l'heure, notamment le Groenland, le Canada ou encore évidemment le canal de Panama. Et finalement, l'oligarchie, on y est depuis longtemps. Quand Joe Biden est vice-président de Barack Obama à partir de 2008, en réalité, il a fait campagne main dans la main avec la Silicon Valley. On est au début de la constitution de ces grandes plateformes. Et pendant ces 8 ans de vice-présidence aux côtés de Barack Obama, ils vont être finalement les meilleurs amis des big tech. Aujourd'hui, Joe Biden s'aperçoit qu'il serait peut-être son meilleur ennemi, en l'occurrence à la Silicon Valley, qui ne l'a pas suivi justement pour cette campagne, qui n'a certainement pas suivi non plus Kamala Harris, qui pourtant connaît bien le terrain californien du côté de Bay Area, puisqu'elle a notamment travaillé très longtemps à San Francisco. Donc l'oligarchie aujourd'hui et ces big tech, ces plateformes qui sont devenues plus importantes que certains gouvernements et que certains chefs d'État, évidemment, il fallait s'y attendre. Oui. Jean Caton, ce qui est important, c'est aussi les mots qui viennent derrière. Danger, menace, abus de pouvoir. Donc on est avec un mot très fort, oligarchie, on pense aussi à Poutine et aux oligarques, évidemment. Face à quoi pour Joe Biden? À l'ennemi de l'intérieur? Oui, c'est quelque chose que les États-Unis connaissent très bien en réalité, depuis la Standard Oil, depuis ces grands barons du pétrole finalement qui contrôlaient le marché, mais qui aussi menaçaient de contrôler la vie politique. Il ne faut pas oublier non plus que le Sherman Act, donc ce droit de la concurrence américain, s'est construit précisément contre ces puissances économiques, en disant « nous avons refusé l'exercice des rois sur notre démocratie, il n'y a aucune raison d'accepter le pouvoir de ces dirigeants sur notre société ». Donc les États-Unis connaissent très bien cette équation, ils se sont battus à de nombreuses reprises contre ces grands barons, et aujourd'hui ils succombent. Donc, et c'est Musk qui est particulièrement visé, Musk et Zuckerberg, dans ce discours? Oui, mais finalement, ce concours d'opportunistes, finalement, n'a pas de limite. On va voir les positions de Google, qui ont déjà desserré la vis sur certaines choses. Donc voilà, chacun ira de son petit opportunisme sans vision sociale réelle. Alors Musk qui déstabilise les démocraties, on a vu ça en Allemagne, avec les messages en direction du parti néo-nazi de l'AfD, on l'a vu au Royaume-Uni avec Keir Starmer, le travailliste. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est de l'idéologie ou est-ce que c'est servir ses intérêts économiques avant tout? La question qu'on se pose, c'est de savoir si Elon Musk est en train de devenir un réacte de circonstance ou d'opportunité. En réalité, il le dit. International réactionnaire, a dit Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, là aussi, oublie qu'il a demandé, et s'est inscrit à l'agenda, en l'occurrence de l'Élysée, à sa demande 4 fois pour rencontrer Elon Musk, en l'occurrence, donc 2 fois en 2023. Et ça, c'était pour essayer de négocier, de faire une opération séduction auprès de Elon Musk avec sa casquette de patron de Tesla pour qu'il vienne implanter sa 2e gigafactory européenne en France et non pas en Italie ou en Espagne comme il pourrait aussi le faire. Mais qui il sert avec toute sa puissance? Il est au gouvernement là, il sera à l'investiture à côté de Donald Trump, oui et monsieur la hache de la bureaucratie. La hache de la bureaucratie en effet, mais encore une fois, est-ce que Elon Musk est un réactionnaire d'opportunité, de circonstances ou pas? C'est la vraie question. Et ce qu'il disait encore une fois dans son éditorial pour Die Welt Sonntag, en louant les mérites, selon lui, de l'AfD en l'occurrence, c'est que dans la mesure où il a une usine en l'occurrence Tesla, à Berlin, il fait partie de la vie économique, du tissu économique allemand. Donc il a le droit, il s'arroge le droit, il le dit, de pouvoir intervenir dans la vie politique locale. Donc c'est l'intérêt de ces business, avant tout, qui le meut beaucoup plus qu'une vague idéologie qui serait passée à l'extrême droite. La diplomatie, c'est un business comme un autre. Et en l'occurrence, diplomatie et business pour les deux hommes font toujours bon ménage. Gallagher aussi le disait tout à l'heure sur votre plateau précédent. Il y a cette idée chez Donald Trump d'être
transactionnel, mais pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait quelque chose de l'autre côté, ou alors être dans l'extorsion. Mais finalement, pour Elon Musk, c'est la même chose. Joe Biden qui parle aussi d'une avalanche de fake news et de désinformation. Les États-Unis vont être ensevelis, c'est ce qu'il dit. Musk a intérêt à quoi? À décerveler les Américains au service de ses intérêts? Oui, il a un intérêt premier qui est de se déresponsabiliser déjà, de montrer finalement qu'il peut naviguer dans un monde dans lequel personne ne se repère et que c'est lui finalement qui fixera la boussole. Nous, dans ces moments-là, il faut qu'on garde notre cap très très clairement. Comment on résiste? Parce qu'on a entendu cette semaine qu'il fallait absolument quitter X. Est-ce qu'une initiative individuelle peut suffire? Est-ce que ce sont les médias qui doivent montrer l'exemple? Est-ce que l'Union européenne doit enfin utiliser les sanctions qu'elle a votées et qui sont à sa main pour frapper au porte-monnaie Elon Musk? On sera fort en restant sur nos bases. C'est-à-dire que le projet européen, aujourd'hui, n'est pas un projet de superpuissance. C'est un projet de société ouverte. Donc nos repères, ils doivent être ceux-là. Maintenant, quand on a une plateforme comme celle-là qui se présente à nous, il est très clair, du point de vue aussi de l'institution que je représente aujourd'hui, le Conseil national du numérique, que la conversation politique et démocratique n'y a probablement pas sa place. C'est pour ça Pourquoi l'Europe n'a pas sanctionné Musk? Pourquoi, après tout, TikTok est interdit en Australie au moins de 16 ans? Pourquoi il n'y a pas une véritable sanction qui tombe? Ce qu'on va voir là, c'est un véritable stress test pour la régulation européenne en l'occurrence. On a tout l'apanage régulatoire dont on a besoin, du RGPD pour les données personnelles, le DMA, le DSA, et en l'occurrence, X est déjà sous enquête vis-à-vis de ces deux dernières régulations DMA et DSA, et je rappelle que les sanctions, en l'occurrence sur le Digital Market Act... Oui, tout existe. Jusqu'à 6% du Ça a mis des années pour arriver à ces votes-là. Alors justement, DSA et DMA, ce sont des régulations qui sont faites pour pouvoir justement réguler a priori, ne pas attendre de devoir lancer des amendes et des sanctions a posteriori. C'est toute l'idée de Donc c'est de la dissuasion, c'est ça? Parce que ça ne marche pas pour l'instant. Ouais, c'était la force de dissuasion imaginée par Thierry Breton et ses équipes en l'occurrence, et pas que lui, bien évidemment, sous la précédente mandature de la Commission européenne. La vraie question, c'est de voir aujourd'hui, avec une Commission européenne qui est plutôt affaiblie en l'occurrence, et des dossiers de régulation numérique qui sont passés du bureau de Thierry Breton, commissaire démissionnaire, à celui de la commissaire finlandaise Virkkunen. Oui, ça flotte. Est-ce que du coup, qui va vouloir aller se tweet clasher, pour le dire clair, avec Elon Musk? À part Thierry Breton, il n'y a pas grand monde. Mais les Européens ont peur de Musk? Non, c'est ça l'histoire? Non, je crois que c'est aussi un problème de crise interne et de comment est-ce qu'on se considère. C'est-à-dire que la Commission européenne, aujourd'hui, ne se considère pas comme un organe régulateur, c'est-à-dire, à proprement parler, un organe qui est capable de structurer un marché et de dire à des entreprises, en fait, votre offre sur le marché, ça va être ça maintenant. Mais elle a les outils de dissuasion. Complètement. Elle peut passer à l'acte et créer un précédent. Maintenant, 6% du chiffre d'affaires. Il y a même des bannissements. Après tout, Twitter, en son nom, avait interdit Donald Trump de ce réseau social. Mais quand on a les armes, ça, c'est bien sûr, mais on peut imaginer utiliser ces armes. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'en fait, il y a des procédures, et que procédure est sœur de liberté. Donc voilà, ça c'est une conception qui est très ancrée dans l'action de la Commission européenne, qui n'ose pas encore prendre ce rôle de structuration sur le marché, et donc de dire à Twitter, maintenant en fait tu vas ouvrir tes services à d'autres services de modération par exemple. Il ne faut pas oublier que... Alors, on n'est plus à la modération, puisqu'aujourd'hui, Zuckerberg, il retire les modérateurs et les fact-checkers. Oui, c'est autre chose, parce qu'en l'occurrence, les nouvelles politiques de modération qui sont annoncées, notamment par Meta, sur ces plateformes, ne vaudront pour l'instant que pour les utilisateurs hors Union européenne, puisqu'encore une fois, il est sous le coup du DSA, du DMA, du RGPD, pour le reste de ces activités, notamment pour nous, utilisateurs et utilisatrices européens et européennes. Mais ce qui est fondamental dans ce débat, et on le voit aussi dans le débat qui oppose aujourd'hui la loi que Joe Biden a aidé à faire voter au Congrès et qui prend effet dimanche pour TikTok aux États-Unis, et la façon dont avec les la possibilité d'interdire TikTok. Absolument, ont défendu leur cas devant la Cour suprême vendredi dernier. On est dans une question de sécurité nationale versus free speech. Et quand on relit juste le premier amendement qui justement garantit ce droit évidemment inaliénable à la liberté d'expression dans la Constitution américaine, le premier amendement, il régit aussi la liberté de religion, mais aussi la liberté de la presse. Oui. Et
quelque part, ces plateformes qui ont toujours évité, en tout cas en régulation européenne, de confondre leur statut d'hébergeur et leur statut de producteur d'informations, en l'occurrence, d'éditeur donc, parce qu'évidemment, ils savent que s'ils deviennent éditeurs, eh ben, ils tombent sous le coup de la loi et de la régulation, et ça peut faire très mal pour donc ils arrivent à contourner systématiquement la possibilité d'être condamnés. C'est un contournement, et on dévoie le premier amendement et la liberté d'expression de son sens premier en réalité. À grand pouvoir, grande responsabilité. D'un mot, oui, Spider-Man le sait. Jean Catan, d'un tout petit mot pour conclure, jusqu'où ils peuvent aller, ces oligarques de la tech? Jusqu'au point que nous déciderons, en fait. C'est ça le plus important. Prenons-les à leur propre jeu. C'est nous qui décidons, mais pour l'instant, ils nous déstabilisent. Si vous voulez la liberté d'expression, si vous voulez une société ouverte, en fait, on va vous donner le chemin. Ce que vous proposez, ce n'est pas ça. C'est en réalité de la censure. Bon, ben on se reverra, parce que quelque chose me dit que cette histoire est loin d'être terminée. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de LCP. C'est la fin de cette émission. Pour la voir ou la revoir, la chaîne YouTube d'LCP et le podcast, désormais de Ça vous regarde. À demain, même mieux, même heure. Très belle soirée.